Quand vous imaginez le gangster le plus dangereux d'Hollywood des années 30, vous pensez à un dur à cuire avec une mitraillette Thompson, mais en réalité, ce gangster portait une robe à crinoline et avait de grands yeux effrayés. Vous la connaissez comme la sainte et indulgente Mélanie de Autant en emporte le vent. Mais hors caméra, cette frêle jeune femme a fait ce que les hommes les plus brutaux d'Amérique redoutaient. Quand le studio a tenté de la transformer en esclave à vie et de l'enfermer dans une cage juridique, elle a mené seule une guerre contre la mafia la plus puissante de l'usine à rêve. On l'a privée d'argent, mise sur liste noire et tenté de l'effacer de l'histoire. Mais elle a trouvé une faille dans la loi, non seulement pour survivre, mais pour mettre tout Hollywood à genoux. Aujourd'hui, nous allons dévoiler le système d'esclavage corporatif le plus cynique et découvrir comment une femme a offert la liberté à toutes les stars modernes. Aujourd'hui, nous allons ouvrir les archives de l'âge d'or, celles dont les magazines glamour ne parlent jamais. Nous allons analyser comment les studios transformaient les gens en propriétés sans droit, révéler le piège mathématique cynique qui rendait les contrats éternels, et voir comment une seule action en justice a changé les règles du jeu pour les acteurs des années 40, mais aussi pour Jared Leto, Taylor Swift et bien d'autres stars contemporaines. Oubliez les tapis rouges. C'est une histoire de survie, de trahison et de loi, écrite avec du sang et de la sueur. Mais avant d'ouvrir ces lourdes portes de studio, faisons un marché. Si vous aimez que je déterre ces squelettes du placard et que vous en voulez plus, mettez un pouce bleu à cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Activez la cloche pour que le système ne vous cache pas mes prochaines vidéos. Croyez-moi, YouTube, comme l'ancien Hollywood, n'aime pas toujours la vérité qui dérange. Et je vous attends dans les commentaires. Si vous pensez que je dramatise, si je me trompe dans les faits, ou si vous avez simplement votre avis sur cette histoire, écrivez sans hésiter. Je lis tout, même ceux avec quoi je ne suis pas d'accord. Et maintenant, bienvenue en enfer, plus précisément à Burbank, Californie. Acte 1. La broyeuse des studios et le droit de posséder son corps. Si vous aviez été à Burbank, Californie, lors d'une de ces journées étouffantes de l'été 35, vous auriez assisté à une scène étrange. Un immense complexe de bâtiments entouré d'une haute clôture surmontée de barbelés, des gardes aux portes, vérifiant les laissez-passer avec la minutie de surveillants de prison. Des camions apportant du bois et emportant des déchets, le bruit des machines, l'odeur de sueur, de café bon marché et de sueur. Ce n'était pas une usine militaire. Et ce n'était pas une prison de haute sécurité, bien que beaucoup de ses habitants auraient trouvé cette comparaison terriblement juste. C'était le studio Warner Brothers. Dans l'imaginaire collectif, cet endroit était l'Olympe. Une fabrique de rêves, un lieu où naissaient des dieux et des déesses, descendant des écrans auréolés de lumière. Les gens, faisant la queue pour du pain pendant la Grande Dépression, dépensèrent leurs derniers 10 cents pour s'évader 2 heures dans ce monde de luxe. Ils voyaient à l'écran Errol Flynn, riant face au danger, ou Bette Davis avec son regard perçant, et pensaient « voilà la vraie vie, voilà la liberté ». Mais derrière les hauts murs du studio, la réalité était non seulement différente, elle était opposée. Pour comprendre l'exploit d'Olivia de Havilland, nous devons d'abord sentir l'air qu'elle respirait. Nous devons comprendre qu'aux années 30, le mot « star » dans le dictionnaire juridique de Jack Warner était synonyme de propriété. Au centre de cet empire siégeait Jack Warner lui-même. Un homme que même les gangsters locaux craignaient. Il n'était pas un artiste. C'était un homme d'affaires à l'ancienne, cynique, dur et totalement dépourvu de sentimentalité. Pour lui, un acteur n'était pas différent d'un accessoire. Il y avait des accessoires coûteux, comme un vase antique ou Humphrey Bogart, et des accessoires bon marché, une chaise ou un figurant, et les uns comme les autres devaient être gérés d'une main de fer. Dans ses conversations privées, Warner n'utilisait jamais le mot « artiste ». Il disait simplement « du bétail ». Et ce bétail devait connaître sa place dans l'étable. Quand Olivia de Havilland, 18 ans, franchit pour la première fois le seuil de son bureau, elle tomba dans un piège parfaitement tendu. Elle était la fille d'un avocat britannique et d'une actrice, élevée avec Shakespeare, dotée de manières impeccables et d'une foi naïve en l'art. Elle pensait signer un contrat de collaboration créative. Elle croyait que le studio serait son partenaire, l'aidant à révéler son talent. Le document devant elle sur la table était un contrat standard de 7 ans. 7 ans. Cela ne semblait pas si long pour une jeune fille rêvant de gloire. Mais le diable, comme toujours, se cachait dans les détails, imprimés en petits caractères à la 5e page. Examinons ce contrat à la loupe. Ce n'était pas simplement un contrat de travail. C'était un acte de cession totale des droits sur sa personne. En le signant, elle cessait d'exister en tant que personne juridique et devenait la propriété de Warner Brothers. En signant le contrat, Olivia cessait d'être maîtresse de son corps. Le studio obtenait le droit exclusif de modifier son apparence à sa guise.
Si un producteur décidait qu'elle devait devenir blonde, on l'atteignait sans demander son avis. Si on jugeait que ses dents n'étaient là pas assez droites, on l'envoyait chez le dentiste pour limer l'émail et poser des facettes, transformant un sourire vivant en un rictus hollywoodien standard. À Hollywood, à cette époque, existait une pratique monstrueuse dont les journaux ne parlaient pas, l'électrolyse de la ligne des cheveux. Les patrons des studios estimaient qu'un front bas était un signe de basse extraction indigne d'une star. Pour créer un look aristocratique, on brûlait à l'électricité la ligne des cheveux des jeunes actrices, la remontant d'1 ou 2 centimètres. C'était une procédure douloureuse laissant des cicatrices et des brûlures qu'il fallait ensuite camoufler sous des tonnes de maquillage. Rita Hayworth a traversé cet enfer. Marilyn Monroe a modifié son menton sur ordre du studio. Olivia voyait cela chaque jour, un tapis roulant de reconstruction de personnes vivantes. Votre nom ne vous appartenait plus. Lucille Le Sueur devint Joan Crawford car le studio organisa un concours dans un magazine pour trouver le meilleur nom pour leur nouvelle poupée. Archibald Leach devint Cary Grant. Si Jack Warner avait décidé que Olivia de Havilland sonnait trop compliqué pour un Américain moyen du Kansas, elle serait devenue Mary Smith dès le lendemain matin. Et elle aurait dû répondre à ce nom dans toutes les interviews sous peine d'amende. C'était le levier de pression le plus puissant. Le studio avait le droit de rompre le contrat sans verser d'argent, mais en maintenant l'interdiction de travailler pour les concurrents si l'acteur commettait un acte pouvant nuire à la réputation du studio ou offenser la morale publique. En pratique, cela signifiait une surveillance totale. Jack Warner et son réseau d'espions savaient tout, avec qui leur star couchait, avec qui elle dînait, de quoi elle parlait lors de soirées privées. Les actrices ne pouvaient pas se marier sans l'autorisation écrite du studio. Pourquoi ? Parce qu'une femme mariée n'était pas l'image que rêvaient des millions d'hommes dans les cinémas. Un sex symbole devait être ou paraître accessible. Mais le plus effrayant était l'attitude envers la maternité. Dans le monde de Jack Warner, la grossesse d'une actrice n'était ni un miracle ni un événement joyeux. Dans les livres de contes de Warner Bros., la grossesse était classée comme un défaut de fabrication ou une panne d'équipement. Cela signifiait un arrêt, une perte d'argent, une modification de la silhouette. Il existe des témoignages documentés, confirmés par des biographes, sur la façon dont les médecins et producteurs des studios exerçaient une pression monstrueuse sur les stars, les forçant à avorter pour un rôle. Tu veux accoucher ou tu veux être une star ? Tu as une première dans 3 mois ? Décide maintenant. Judy Garland, Bette Davis, Joan Crawford, toutes ont fait face à ce dilemme inhumain. Leurs corps étaient considérés uniquement comme des outils de profit, n'ayant pas le droit à leur propre processus biologique. Et c'est dans cette broyeuse qu'Olivia se retrouve. Acte 2. La cage dorée et l'arithmétique diabolique des suspensions. Dans les premières années, elle est éblouie. Son rôle dans l'Odyssée du Capitaine Blood, avec Errol Flynn, les propulse en un éclair au sommet de Hollywood. Leur alchimie est électrisante. Le public est en délire, les recettes explosent. Mais ce succès devient sa cage dorée. Jack Warner regarde les chiffres et prend une décision qui scellera le destin d'Olivia pour les années à venir. Il décrète « Cette fille est la parfaite demoiselle en détresse ». Il n'a que faire de sa profondeur. Son talent dramatique, sa culture, sa capacité à jouer des nuances psychologiques complexes, il s'en moque. Ce qu'il veut, ce sont ses grands yeux pleins de larmes et sa capacité à se tenir joliment en arrière-plan, attendant qu'un homme la sauve. Film après film, le schéma se répète. Les scénarios changent, les costumes aussi, du XVIIe au XIXe siècle, du Far West à un bateau pirate, mais le rôle d'Olivia reste le même. Elle est un joli meuble. Elle doit sourire, agiter un mouchoir et attendre qu'Errol Flynn la sauve. Pour une femme qui lit les classiques et rêve de rôle à la Lady Macbeth, c'est une torture d'ennui. Elle sent son talent s'atrophier comme un muscle immobilisé trop longtemps. Elle essaie de parler à Warner comme à un être humain. Elle se rend dans son bureau, polie, posée, avec une pile de scénarios qu'elle a trouvés elle-même. « Monsieur Warner, dit-elle de sa voix douce et posée, regardez, voici un rôle formidable, un personnage complexe, du drame, une évolution personnelle, je peux le jouer. Cela apportera du prestige au studio. Warner ne jette même pas un œil au scénario. » Il souffle un nuage de fumée de cigare dans son visage, se renverse dans son fauteuil et ricane. « Tu joueras à ce pourquoi le public paie. Et le public paie pour te voir admirer Errol. Ne joue pas à l'intelligente, ma chère. Les actrices intelligentes définissent mal dans cette ville. Ils pensent parler à une starlette capricieuse dont le rêve ultime est un nouveau manteau de Vison et une couverture de Life. Il ne comprend pas que derrière ce sourire doux et ces manières impeccables se cache une volonté d'acier.
Il ignore que cette lady britannique a déjà commencé à étudier le système de l'intérieur. Elle commence à écouter ce que chuchotent les avocats dans les couloirs. Elle commence à comprendre que son contrat n'est pas seulement une injustice. C'est un mécanisme complexe, une boucle juridique conçue pour être inextricable. Et l'élément central de ce mécanisme est la suspension, un piège dont on ne parle pas à voix haute, mais qui maintient tout Hollywood dans la peur. Si la clause de moralité est le fouet avec lequel le studio frappe les acteurs, la clause de suspension est la chaîne qui les attache au mur. Et le plus effrayant dans cette chaîne, c'est qu'elle est invisible, jusqu'à un certain point. C'est le secret le mieux gardé de la comptabilité hollywoodienne, le mensonge principal sur lequel repose toute l'économie de l'usage d'or. Pour comprendre dans quel enfer Olivia est tombée, faisons une expérience mentale. Imaginez que vous êtes embauché dans un bureau. Votre contrat est d'1 an. Au milieu de l'année, votre patron vient vous voir et dit « À partir d'aujourd'hui, tu vas nettoyer les toilettes avec une brosse à dents. » Vous protestez. « J'ai été embauché comme manager, pas comme nettoyeur. Je refuse de faire ce travail. » Le patron sourit. « Très bien, ne travaille pas, rentre chez toi, mais je ne te paierai pas tant que tu n'accepteras pas. » Juste, dur, mais peut-être logique. Pas de travail, pas de salaire, vous restez chez vous 3 mois, vivez sur vos économies, puis revenez quand le patron propose une tâche normale. Vous pensez avoir simplement perdu de l'argent, mais Jack Warner a sa propre arithmétique diabolique. Dans le contrat standard de Warner Bros. Et en mode dose, il existe une règle. Chaque fois qu'un acteur refuse un rôle, même si le rôle est une pure daube susceptible de ruiner sa carrière, le studio ne se contente pas de cesser de le payer. Le studio arrête le temps. Si vous faites grève 3 mois, ces 3 mois ne sont pas déduits de votre contrat de 7 ans. Ils sont retirés du calendrier et ajoutés à la fin du contrat. Cela crée un piège parfait, un cercle vicieux sans issue. Le studio vous donne un rôle atroce. Vous refusez. Vous êtes suspendu pendant 6 mois. La date de votre libération est repoussée de 6 mois. Vous revenez, on vous donne à nouveau un mauvais rôle en punition pour votre insubordination. Vous refusez encore, le terme est encore repoussé. Théoriquement, un contrat de 7 ans pourrait durer 10 ans. 15, 20, jusqu'à la mort de l'acteur ou jusqu'à ce qu'il perde sa beauté et devienne inutile. C'était une forme d'esclavage par la dette déguisée en droit des entreprises. Acte 3. L'illusion de la liberté, autant en emporte le vent, et la quête de la loi. Pour Olivia de Havilland, ce cauchemar devient réalité en 1943. À ce moment-là, elle n'est plus une simple fille effrayée. Elle est une star nominée aux Oscars. Elle a traversé le feu et l'eau. Et elle tient son propre calendrier. Dans sa chambre, un calendrier est accroché, où elle raye les jours au crayon rouge. 7 ans de travaux forcés, de rôles humiliants de petites amies et de lutte pour chaque parcelle de respect touchent à leur fin. Selon ses calculs, le contrat expire en août 1943. Elle vit pour cette date, elle s'endort en y pensant. Elle rêve du jour où elle deviendra agent libre. Un terme qui, à l'époque, semble relever de la science-fiction. Elle imagine pouvoir choisir ses réalisateurs, pouvoir dire non sans être puni. Pouvoir incarner une vraie femme, pas une poupée en carton. Elle goûte déjà à l'air de la liberté. Elle prépare son discours d'adieu. Et le jour venu, Olivia enfile sa plus belle robe, rassemble ses affaires dans la loge et se dirige vers le bâtiment administratif pour officialiser la fin de son contrat. Elle traverse les couloirs du studio, la tête haute, souriante aux gardiens qu'elle voit chaque jour depuis 7 ans. Elle pense leur dire adieu pour toujours. Elle entre dans le bureau de Jack Warner, le magnate est assis derrière son bureau massif, encombré de scénarios et de budgets. Il ne se lève même pas pour la saluer. « Je suis venu récupérer mes papiers, Jack, dit Olivia. Mes 7 ans se terminent aujourd'hui. » Warner lève lentement les yeux vers elle. Il n'y a ni tristesse ni colère dans son regard. Juste le calcul froid d'un boucher pesant une carcasse. Il ouvre silencieusement un tiroir et sort un dossier. « Tu comptes mal, ma chère, dit-il en ouvrant le document. Tes 7 ans se sont écoulés uniquement dans ton imagination. En réalité, tu nous dois encore 25 semaines. » Olivia reste figée. 25 semaines, presque 6 mois. « C'est une erreur, dit-elle, sa voix tremblante, mais elle s'efforce de rester calme. Aujourd'hui, c'est le 23 août. J'ai signé le contrat il y a exactement 7 ans. Tu as oublié les suspensions, rétorque Warner en pointant une colonne de chiffres avec son gros doigt. Tu te souviens, tu as refusé de jouer dans ce western en 1940 ? 6 semaines de suspension. Et cette comédie en 1941 que tu as qualifiée de déchet ? Encore 8 semaines, nous avons tout compté. Tu ne partiras pas d'ici tant que tu n'auras pas travaillé chaque jour que tu nous as volé. À cet instant, le monde d'Olivia s'effondre. Ce n'est pas juste une déception, c'est la prise de conscience d'une perspective terrifiante. Warner la tient en otage. Si elle accepte maintenant de travailler ses 25 semaines, il lui donnera à nouveau un rôle de meuble.
Elle refusera à nouveau car elle ne peut se permettre de jouer dans de mauvais films après le succès de Autant en emporte le vent. Il lui annoncera à nouveau une suspension et ses 25 semaines deviendront 5 ans, puissants. La ligne d'arrivée recule sans cesse comme un horizon impossible à atteindre. C'est le paradoxe de Zénon à la sauce des avocats hollywoodiens. Achille ne rattrapera jamais la tortue, et Olivia de Havilland ne sera jamais libre. « Tu ne vas nulle part, Olivia, » dit Warner d'une voix plus dure. « Tu appartiens à Warner Bros. Tu es notre actif. Nous avons investi de l'argent en toi, nous avons fait de toi une star, et nous allons presser ce citron jusqu'à la dernière goutte. Et si tu essaies de fuir, je ferai en sorte que tu ne sois même pas embauchée comme ouvreuse dans un cinéma de l'Idaho. » Olivia sort du bureau, ses jambes tremblent. Le soleil de Californie semble noir. À ce moment-là, la plupart des actrices se seraient effondrées. Beaucoup l'ont fait. Elles pleuraient, buvaient, imploraient le pardon et retournaient jouer ce qu'on leur ordonnait juste pour toucher leur chèque chaque semaine. Mais Jack Warner a commis une erreur fatale. Il jugeait les gens à son image. Il pensait que tout le monde était motivé par la peur et la cupidité. Il n'avait pas pris en compte une chose, Olivia de Havilland n'était Melanie Wilkes que sur l'écran. En elle vivait l'esprit d'un guerrier qui ne se réveille que lorsqu'il est acculé. Elle est rentrée chez elle, mais elle n'a pas pleuré dans son oreiller. Elle s'est assise au téléphone. Elle a appelé la seule personne qui pouvait l'écouter sans la prendre pour une folle, l'avocat Martin Gang. « Martin, dit-elle, et sa voix résonne d'acier. Nous allons intenter un procès. »« Olivia, c'est un suicide, répond l'avocat. Tu ne peux pas poursuivre Warner, ils ont une armée d'avocats, ils vont te broyer. Je m'en fiche, tranche-t-elle. Je préfère mourir de faim que de passer un jour de plus dans cette prison. Trouve-moi une loi, Martin, trouve-moi n'importe quoi. » Elle ne savait pas encore que cet appel marquerait le début de la plus grande bataille de l'histoire d'Hollywood. Une bataille où elle affronterait non seulement Jack Warner, mais aussi la peur de toute l'industrie. Mais pour comprendre pourquoi sa patience a atteint ses limites précisément à ce moment-là, nous devons revenir un peu en arrière. Nous devons analyser le paradoxe de son rôle le plus célèbre. Un rôle qui devait être son triomphe, mais qui est devenu la preuve la plus humiliante de son esclavage. Il s'agit bien sûr de Autant en emporte le vent. Dans n'importe quel manuel de gestion, il est écrit « Si un employé réalise un succès exceptionnel, il faut le récompenser, augmenter son salaire, lui donner des tâches plus intéressantes, élargir ses responsabilités. C'est la logique de la croissance. » À Hollywood, sous Jack Warner, c'était la logique de la prison. Si un détenu devient trop populaire, il faut durcir le régime pour qu'il ne se fasse pas d'illusions. L'exemple le plus frappant et le plus douloureux de cet absurde est l'histoire du rôle de Melanie Hamilton dans « Autant en emporte le vent ». Pour nous aujourd'hui, ce film est un classique intemporel. Pour Olivia de Havilland, en 1939, c'était une bouée de sauvetage. C'était l'occasion de prouver au monde qu'elle n'était pas juste une fille sans corset, qui sourit gentiment à Errol Flynn pendant qu'il tranche ses ennemis. Mélanie était une femme complexe, tragique, forte d'esprit, c'était un rôle de rêve. Mais Olivia ne pouvait pas simplement passer une audition, elle était la propriété de Warner Brothers. Et le film était produit par David Selznick, un producteur indépendant. Pour obtenir ce rôle, Olivia a dû accomplir un rituel humiliant. Elle ne s'est pas rendue chez Jack Warner avec des exigences. Elle savait que c'était inutile. Elle est allée voir sa femme. Olivia a pris le thé avec Anne Warner et l'a littéralement supplié d'influencer son mari. « Je mourrai si je ne joue pas ce rôle », disait-elle. Warner a accepté, mais pas par bonté d'âme. Il a accepté parce qu'il a vu l'opportunité de réaliser une affaire lucrative. À Hollywood, il existait une pratique appelée « loan-out », la mise en location. C'était un terme juridique généralement appliqué aux équipements de construction, aux appareils d'éclairage ou aux camions. Mais dans les années 30, on faisait cela avec des êtres humains. Jack Warner a loué Olivia de Havilland à David Selznick. Les conditions de l'accord étaient secrètes, mais le schéma était standard pour l'époque et horriblement cynique par essence. Selznick payait à Warner Brothers une somme énorme pour chaque semaine de travail de la star. Disons 1 500 $, une somme colossale pour l'époque. Et qu'obtenait Olivia? Elle recevait son salaire standard selon son contrat avec Warner Bros, environ 500 $. La différence, 1 000 $ par semaine, Jack Warner la mettait dans sa poche. Réfléchissez-y. Un homme gagnait des profits exorbitants sur le talent et le travail d'une actrice sans investir un centime, simplement parce qu'il possédait un papier avec sa signature. Olivia travaillait d'arrache-pied, tournant dans le film le plus ambitieux de l'époque, tandis que son propriétaire percevait des dividendes comme un rentier louant un appartement. Mais Olivia ne se plaignait pas. Elle était heureuse, elle jouait, elle vivait. Le film est sorti et est devenu un phénomène. Olivia a reçu une nomination aux Oscars pour le meilleur second rôle féminin. Les critiques,
qui la qualifiait auparavant de jolie potiche, écrivait désormais des odes à son talent. Elle avait prouvé qu'elle pouvait porter une scène dramatique, que sa voix douce pouvait résonner plus fort que les canons. Elle revenait au studio Warner Brothers en tant que victorieuse. Elle pensait que tout allait changer, que désormais Jack Warner la verrait comme une actrice sérieuse, l'égale de Bette Davis, qu'on la respecterait enfin. La réalité l'a frappée en plein visage comme une gifle humide. La première chose que Jack Warner a faite après son retour triomphal, c'est de lui donner le scénario d'un énième film de seconde zone. Le rôle était vide, stupide et secondaire. Encore une petite amie, encore un meuble. Ce n'était pas un hasard, c'était une attaque psychologique planifiée. Warner pratiquait la tactique de rabaisser le caquet. Il craignait qu'après le succès d'À autant en emporte le vent, Olivia devienne incontrôlable. Il devait lui montrer sa place. « Tu penses que tu es maintenant une reine parce que tu as reçu une statuette ?» lisait-on dans son regard. « Ici, tu n'es personne, tu joueras ce que je te dirai. » Pour Olivia, c'était le point de non-retour. Elle tenait dans ses mains un scénario qui insultait son intelligence et comprenait, si elle acceptait maintenant, elle perdrait à jamais. Si elle tournait dans cette daube, après « Autant en emporte le vent », elle effacerait son succès. Les spectateurs oublieraient Mélanie et verraient à nouveau une poupée. Elle a posé le scénario sur la table. « Je ne tournerai pas dans ça, monsieur Warner. » Un silence pesant s'est installé dans le bureau. Refuser un rôle était une violation de la hiérarchie. C'était une rébellion. Warner n'a pas crié. Il a simplement appuyé sur le bouton de l'interphone et dit à sa secrétaire « Mettez mademoiselle de Haviland en suspension. À partir d'aujourd'hui, elle ne touche plus de salaire. » Clic, le temps s'est arrêté. Olivia est sortie du bureau sans travail, sans argent, mais avec son intégrité. Elle pensait que c'était une mesure temporaire, que Warner se calmerait, qu'il avait besoin d'une star. Mais les mois passaient. Warner lui proposait méthodiquement de mauvais rôles, elle refusait, la durée de la suspension augmentait. C'est à ce moment-là, durant cette période d'inactivité forcée, qu'Olivia a commencé à lire. Elle ne lisait pas de scénario, elle lisait les lois de Californie. À un moment donné, assise dans une bibliothèque, elle est tombée sur une vieille loi poussiéreuse adoptée en 1872, l'article 2855 du Code civil de Californie. Cette loi n'était pas écrite pour les stars de cinéma. Elle était rédigée pour protéger les travailleurs salariés, les domestiques et les ouvriers agricoles de l'esclavage de fait. La loi stipulait « Un contrat de service personnel ne peut être prolongé de force pour une durée supérieure à 7 ans à compter du début de la prestation de service. 7 ans, point. » La loi ne mentionnait ni suspension, ni maladie, ni grève. Elle disait simplement « 7 ans de temps calendaire ». Olivia a senti son pouce accélérer. Si cette loi s'appliquait aux acteurs, alors tout le système de suspension de Warner était illégal. Tous ces mois et années ajoutés étaient une fiction, un bluff juridique. Elle a saisi le téléphone. Elle devait trouver un avocat qui n'aurait pas peur de défier le système. Un avocat prêt à affronter le club le plus riche d'Amérique. Ainsi a commencé son chemin vers le tribunal. Un chemin sur lequel elle est restée complètement seule. Acte 4, la peur d'Hollywood, l'ombre de Bette Davis et le premier procès. Aujourd'hui, quand une star attaque un producteur en justice, c'est l'événement phare sur Twitter. Les fans lancent des hashtags, les collègues postent des vidéos de soutien. En 1943, Olivia de Havilland se retrouve dans un vide. Dès que la nouvelle du procès de Havilland contre Warner Brothers fuit dans la presse, la ville lui tourne le dos. C'est la peur, une peur viscérale de perdre son emploi. Les acteurs avec qui elle buvait du champagne aux premières traversent la rue en la voyant. Ils craignent que parler à la rebelle ne soit rapporté par les espions de Warner et que leur carrière ne soit finie. Même ses amis proches lui murmurent « Olivia, tu es folle, retire ta plainte, excuse-toi, tu ne sais pas à qui tu t'attaques. Ils te détruiront ?» Ils ont leur raison de parler ainsi. L'ombre de Bette Davis plane sur ce procès. Quelques années auparavant, la grande Bette Davis, femme au caractère de bulldog, avait déjà tenté de poursuivre Warner devant un tribunal anglais. Elle voulait rompre un contrat qu'elle qualifiait d'esclavagiste. Et elle a perdu. Le juge anglais, un homme à l'ancienne, a regardé ses cachets et a dit « C'est un esclavage très bien payé, Miss Davis. Retournez travailler. » Bette Davis est revenue au studio brisé avec des dettes énormes pour les frais de justice. Warner l'a obligée à rembourser chaque centime. C'était une leçon pour tous. Ne bougez pas. Si la reine d'Hollywood a perdu, que pouvait espérer cette fille calme aux grands yeux? Olivia n'avait pas d'argent. À cause des suspensions, elle ne touchait plus de salaire depuis des mois. Les factures s'accumulaient. Elle vivait dans une petite maison, économisée sur la nourriture. Son seul atout était un jeune avocat ambitieux, Martin Gang, et la conviction que 1872 était plus fort que 1943.
Le procès commence à la Cour supérieure de Los Angeles. Ce n'est pas comme au cinéma, pas de discours enflammés devant un jury. C'est un duel sec et épuisant de formulation. La position de Warner Brothers est simple et cynique. Un acteur est un spécialiste unique. Le studio investit des millions dans sa promotion. Si l'acteur refuse de travailler, le studio perd son investissement. Donc, le temps de travail effectif est la seule mesure équitable. Si elle n'a pas travaillé 1 an sur 7, elle nous doit cette année. Sinon, les acteurs signeront des contrats, resteront chez eux 7 ans, puis partiront en star. La logique semble implacable. Martin Gang, l'avocat d'Olivia, choisit une autre stratégie. Il ne discute pas d'argent ou d'investissement. Il frappe sur un point, la définition de la liberté. Votre honneur, dit-il, nous ne débattons pas d'argent. Nous débattons de la nature du temps. Si un contrat dure 7 ans, il se termine après 7 ans. Si l'on permet à l'employeur d'ajouter du temps pour chaque congé ou maladie, alors le travailleur tombe en servitude pour dette. Cela va à l'encontre de la Constitution des États-Unis d'Amérique. Un homme ne peut être lié à un autre indéfiniment, quels que soient les montants payés. La tension est palpable dans la salle d'audience. Le mot « servitude pour dette » est dangereux. Il renvoie à l'époque après la guerre civile, quand les anciens esclaves étaient forcés de travailler pour rembourser des dettes. Comparer le Hollywood glamour à une plantation était audacieux. Le juge Charles S. Burnell écoute attentivement. Il est connu pour son mauvais caractère, mais aussi pour son attachement à la lettre de la loi. Olivia est assise sur le banc des plaignants, droite comme un i. Elle sait que ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement sa carrière, c'est toute sa vie. Si elle perd, elle est ruinée. Warner la forcera à jouer les figurantes jusqu'à la vieillesse pour servir d'exemple. Il n'y a pas de retour en arrière. Les ponts sont coupés, et puis vient le jour du verdict. Le juge Burnell frappe du marteau. La Cour considère, dit-il d'une voix grinçante, que le législateur, en adoptant l'article 2855, visait précisément les années calendaires. 7 ans sont 7 ans. La pratique d'ajouter du temps de suspension à la durée du contrat est illégale. Mademoiselle de Havilland est libre. C'est un choc, une bombe. L'impossible devient possible. Mais Olivia n'a pas le temps d'ouvrir le champagne. Elle ne sait pas que l'épreuve la plus terrifiante est encore à venir. Acte 5. La vengeance de Warner et le triomphe à la Cour suprême. Jack Warner n'avait pas l'intention de se rendre si facilement. Il enclenche une vengeance destinée à effacer son nom de l'histoire du cinéma. La marque noire commence. Dans les films hollywoodiens, après le discours enflammé du héros et le coup de marteau du juge, la musique triomphante retentit, le méchant est vaincu et le générique défile. Happy End. Dans la vie d'Olivia de Havilland, après le verdict du juge Burnell, l'enfer commence. Jack Warner n'est pas juste un homme d'affaires, c'est un tyran vindicatif qui voit la perte de contrôle comme une insulte personnelle. Perdre un procès contre une gamine est une humiliation qu'il ne peut pardonner. Le même jour, les avocats de Warner Brothers font appel. Cela signifie que la décision de justice n'entre pas immédiatement en vigueur. L'affaire reste en suspens. Mais Warner n'attend pas la bureaucratie. Il active sa ressource la plus redoutable, le droit du téléphone. Dans le Hollywood des années 40, un cartel tacite existe. Les chefs des 5 plus grands studios, MGM, Paramount, Fox, RKO et Warner Brothers, peuvent se détester, mais quand il s'agit de contrôler les esclaves, ils font front commun. Warner envoie à tous les studios un avertissement non officiel, mais parfaitement clair. Olivia de Havilland est une rebelle, elle est radioactive. Celui qui lui donnera du travail déclarera la guerre à moi. Et Hollywood obéit. Imaginez cette horreur. Vous avez gagné un procès, vous avez prouvé votre bon droit, vous êtes jeune, vous avez 27 ans, vous êtes belle, vous êtes talentueuse, vous êtes nominée aux Oscars, vous êtes prête à travailler, mais le téléphone reste muet. 1 semaine, 1 mois, 1 an, c'est un blocus. Olivia se retrouve en isolement professionnel. Les réalisateurs qui rêvent de travailler avec elle haussent les épaules. « Désolé Olivia, l'ordre vient d'en haut. On ne peut pas prendre de risques. C'est une guerre d'usure. Warner sait qu'il a des millions. Et Olivia, seulement des dettes envers ses avocats. Il compte sur une famine banale, il attend que le désespoir la pousse à ramper jusqu'aux portes du studio, à tomber à genoux et à signer n'importe quel contrat, même le plus oppressif, juste pour être à nouveau devant la caméra. Elle vit à crédit. Elle retouche ses vieilles robes, elle arrête de sortir, car elle n'a rien à se mettre et pas de quoi payer le taxi. Le plus douloureux est de voir les rôles créés pour elle être donnés à d'autres. De voir son temps, ce même temps pour lequel elle s'est battue, s'écouler comme du sable. Les meilleures années d'une actrice, le sommet de sa forme physique et de sa beauté, brûlent dans la fournaise de la guerre juridique. 2 ans. Olivia de Havilland ne tourne pas pendant presque 2 ans. Chaque matin, elle se réveille avec cette pensée « Peut-être que j'ai eu tort, peut-être que j'aurais dû me résigner,
Bette Davis s'est résignée et elle tourne. Et moi je suis ici, dans une maison vide, inutile à personne. C'est une pression psychologique d'une force monstrueuse. Le système lui murmure « Tu n'es rien sans nous, tu es poussière ». Mais c'est dans ce silence et cette pauvreté qu'Olivia forge son caractère. Elle comprend, si elle cède maintenant, elle trahit non seulement elle-même, elle trahit l'idée même de liberté. Elle décide qu'elle quittera la profession pour toujours, deviendra infirmière ou secrétaire, mais ne permettra plus jamais à un homme avec un cigare de décider de la valeur de sa vie. Elle tient le siège jusqu'au bout, et la forteresse de Warner s'effondre. Le 3 février 1945. La Cour suprême de l'État de Californie, c'est la dernière instance, plus haut, il n'y a rien. 3 juges examinent l'appel de Warner Brothers et rendent une décision finale. Ils ne confirment pas seulement le verdict du tribunal inférieur. Ils démolissent les arguments du studio en 1000 morceaux. Dans sa décision, le juge Clément Shin écrit des mots qui deviennent la norme en droit du travail. Nous considérons absurde l'affirmation qu'un travailleur peut être lié à un contrat à vie simplement parce qu'il a refusé d'effectuer un travail qu'il jugeait inacceptable. 7 ans, ce sont 7 années calendaires. Point. C'est une victoire totale, sans réserve. Cette décision devient instantanément un précédent. Elle reçoit le nom officieux de loi de Haviland, de Haviland Law. Et aujourd'hui, elle est connue comme l'article 2855 du Code du travail de Californie. En un instant, des milliers d'acteurs, de musiciens et de scénaristes deviennent libres. Les chaînes des suspensions se réduisent en poussière. Les studios ne peuvent de plus garder les gens en laisse indéfiniment. L'équilibre des pouvoirs à Hollywood change à jamais. Désormais, les talents peuvent dicter leurs conditions. Mais pour Olivia, ce n'était pas qu'une victoire juridique. Elle avait besoin d'un acte de vengeance. Pas par des mots, mais par des actes. Dès que le jugement est entré en vigueur, le téléphone, silencieux depuis 2 ans, a explosé. Tous les studios, qui hier craignaient Warner, faisaient maintenant la queue pour la femme qui a gagné. Elle n'était plus un bien. Elle était un agent libre, le talent le plus en vogue de la ville. Olivia pouvait choisir n'importe quel projet, n'importe quel salaire. Et elle a choisi Paramount. Elle a choisi le film À chacun son destin, To Each His Own. C'était le choix d'une maîtresse. Le scénario exigeait qu'une actrice incarne une femme sur 30 ans de vie. De la jeune fille naïve à la mère épuisée par la vie, abandonnant son enfant. Un rôle d'une complexité incroyable. Un rôle dont Warner disait « Tu ne tiendras pas, tu sais seulement sourire ». Olivia l'a joué avec une véracité effrayante. Elle a mis dans ce rôle toute la douleur de 2 ans d'isolement, toute sa solitude et toute sa force. Le 13 mars 1947. Cérémonie des Oscars. Toute la salle retient son souffle. Dans la catégorie meilleure actrice, Olivia de Havilland. Quand son nom a été prononcé, la salle a explosé en ovation. Ce n'étaient non pas juste des applaudissements pour le rôle, c'était des applaudissements pour le courage. Hollywood a reconnu sa nouvelle reine. Elle est montée sur scène, tenant la statuette dorée. Son premier Oscar pour un rôle principal. Quelque part dans la salle se trouvait Jack Warner. On ne sait pas à quoi il pensait à ce moment-là. Mais on sait ce qu'Olivia voyait. Elle voyait son ancien maître obligé d'applaudir une femme qu'il considérait comme du bétail et qu'il avait tenté de détruire. Elle a prouvé qu'elle pouvait atteindre le sommet sans lui, malgré lui. C'était la vengeance la plus douce de l'histoire du show business. Sans scandale, sans cri. Juste un triomphe pur et incontestable de talent et de volonté. Olivia de Havilland a vécu 104 années incroyables. Elle a survécu à Jack Warner à l'ère du Golden Age et a vu les barreaux de la prison du système des studios qu'elle avait sciés au tribunal s'effondrer définitivement. Sa victoire est devenue le fondement de la liberté pour chaque artiste moderne. Jared Leto, Scarlett Johansson, Taylor Swift, tous, en entrant en guerre contre les corporations, se tiennent sur les épaules de la Sainte Mélanie. Mais dans cette histoire, il y a une ironie monstrueuse qui donne des frissons. Olivia de Havilland a consacré sa vie à détruire la dictature d'Hollywood. Elle s'est battue contre un système où le studio est Dieu et l'acteur un rouage obéissant rapportant des millions. Mais Olivia ne savait pas, ou avait peur de reconnaître, que l'architecte de ce système n'était pas une corporation sans visage ni des hommes en costume. La prison dont Olivia a si désespérément tenté de s'échapper a été construite par une autre actrice. Bien avant Olivia, à l'aube du cinéma muet, une femme régnait sur Hollywood, surnommée l'idole de l'Amérique. Vous avez sûrement vu ses photos, visage angélique, yeux innocents, boucles dorées. Elle semblait être l'enfant le plus inoffensif du monde. C'était le camouflage le plus génial de l'histoire des affaires. Elle s'appelait Mary Pickford, et c'est elle qui a transformé le cinéma d'une attraction foraine en une industrie impitoyable. Elle fut la première à comprendre que le visage d'un acteur
est une marque. Elle a été la première à signer des contrats à millions. Elle a créé les règles du jeu où la star est un actif. La vérité amère est que Mary Pickford a de ses propres mains créé ce golem hollywoodien qui, 20 ans plus tard, tenterait de dévorer Olivia de Havilland. Olivia s'est battue contre les conséquences des ambitions de Mary. Comment une petite fille d'1,50 m est-elle devenue le parrain de la mafia que nous appelons Hollywood? Et pourquoi, en créant United Artists, est-elle devenue la capitaliste la plus dure de son temps, que même Charlie Chaplin craignait? Pour comprendre comment ce labyrinthe a été construit, il faut connaître l'histoire de son architecte. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer l'histoire qui vous ramènera aux origines. Je vais décortiquer l'histoire de Mary Pickford, la femme qui a inventé le Star System pour régner sur le monde, mais qui a fini par créer une cage pour tous les autres.